Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je suis en guerre contre mes voisins. Je vis dans les Appalaches. J'ai toujours vécu ici. Et j'ai toujours été conscient de la présence des Haints, ou tout simplement fantômes, qui sont mes voisins. Eux aussi sont conscients de ma présence. Quand j'étais jeune, ils me terrifiaient. Des yeux dans les arbres, des murmures qui ressemblent à des voix humaines mêlées aux hurlements du vent. Lorsque les oiseaux se taisent, on prend soudain pleinement conscience qu'on empiète sur le territoire de ses voisins et qu'on n'y est pas le bienvenu. Contrairement aux humains, les Haints, les Hunts, que j'appellerais fantômes, n'utilisent pas d'armes à feu pour se défendre. En grandissant, j'ai développé une profonde admiration à leur égard. Les Appalaches, c'est chez eux depuis bien plus longtemps que chez moi. Les Appalaches sont plus anciennes que nous pouvons l'imaginer, plus anciennes que les eaux et que la mer. Quand on est calme et immobile, on peut parler aux eaux. La terre elle-même parle d'une voix sans son, communiquant avec votre âme et non avec votre esprit conscient. Lorsque j'ai acheté ma première maison avec ma femme, j'ai clairement fait savoir aux fantômes que j'allais m'y installer, car c'était ma propriété. Je leur ai offert du lait et du sucre, des paniers tressés et des amulettes sculptées, imprégnés des intentions et des formules que Mamao m'avait enseignées, transmises par les 10 générations de ma famille qui avaient vécu ici. Puis, j'ai mis en place mes protections, des clous prélevés sur des planches d'angle de ma maison, salés et bénis avec mon propre sang. Ma femme n'est pas originaire d'ici, elle a donc trouvé ma réaction un peu extrême, mais elle n'a pas protesté. Elle a refusé que je l'intègre à ses protections, et cela ne m'a pas plu. Je n'avais toutefois pas l'intention de la forcer. Elle n'a pas cru à mes histoires pendant la première année. Ce n'est que lorsque des objets ont commencé à disparaître de notre maison pour réapparaître peu après que j'eus offert du lait au miel aux fantômes qui vivaient avec nous, qu'elle a commencé à vraiment y croire. Elle ne l'a jamais confirmé à voix haute, mais le changement dans son attitude était évident. Elle a commencé à craindre les créatures des bois. Je lui ai répété à maintes reprises qu'il n'y avait rien à craindre tant que nous les respections autant que les créatures nous respectaient. Pourtant, elle refusait toujours de sortir après le coucher du soleil. Nous n'allumions plus de feu de joie et ne regardions plus les lucioles une fois que le ciel couleur truite avait disparu derrière l'horizon. Je comprenais la peur qui l'habitait, cette paralysie que l'on ressent lorsqu'on se rend compte que l'on est observé avec méfiance par des êtres qui dépassent notre compréhension. Le prédateur suprême sait que vous empiétez sur son territoire et il peut bondir à tout moment. Ce n'est qu'au moment où les cris ont retenti que j'ai commencé à m'inquiéter à mon tour. J'avais déjà entendu des cris auparavant, ces mêmes cris, presque féminins mais étrangement inhumains. Cela faisait de nombreuses années que je n'avais pas ressenti la terreur qu'ils inspiraient, ce besoin de fuir. Ma femme s'est figée, immobile comme un lapin sur ses pattes arrière, attendant de voir ce que ferait le chien de chasse. Je l'ai guidée à l'intérieur et j'ai verrouillé la porte en saupoudrant les fenêtres et la porte de sel. J'avais confiance en mes protections, mais cela ne signifiait pas pour autant que j'étais plus fort que ces choses, quelles qu'elles soient. Pour autant que je sache, ces protections pouvaient s'avérer totalement inutiles. Les fantômes obéissent à leurs propres règles. Les paroles de mon père, datant de mon enfance, me revenaient à l'esprit. Ce n'est pas comme ça qu'un homme crie. Rentre à l'intérieur. Il l'avait dit avec un air si grave, comme s'il m'avait mis en garde. Et pas seulement pour m'éloigner d'un renard ou d'un puma. Lorsque nous avions entendu le cerf hurler de douleur 2 jours plus tard, son regard s'était assombri, et il avait tourné le dos à la forêt avec détermination. Il avait gardé le fusil près de la porte pendant 1 mois après cela.
C'était désormais ce que je faisais moi aussi. Nous avons vécu ainsi pendant 6 mois. Les fantômes, refusant de cohabiter pacifiquement avec moi comme tant d'autres, terrorisaient surtout ma femme. Elle se réveillait en hurlant presque toutes les nuits, une terreur nocturne qui lui brisait l'esprit lentement mais sûrement. Je commençais à m'énerver. J'avais fait des offrandes de bonne foi, de la viande brûlée dans un feu juste à l'extérieur de mon territoire, du pain au miel et de l'hydromel maison. Mais les fantômes n'acceptaient rien de tout cela. Le matin venu, tout était gâté et pourri. Un rejet grossier et un message à mon intention. Cela ne faisait qu'attiser les flammes dans mon âme. C'était ma maison, tout autant que celle des fantômes, et je ne permettrai pas qu'ils terrorisent mon être cher. Puis, les fantômes ont commencé à tuer mes poules. C'est là que j'ai décidé que c'était la guerre. J'ai riposté avec détermination en décuplant mes protections, en récitant des prières chaque nuit, en faisant appel à l'aide de mes voisins bienveillants. Je n'aimais pas faire appel à eux, cela avait toujours un prix. Je prenais de plus en plus conscience du fait que si je ne le faisais pas, ces fantômes nous tueraient. Ils ne se contentaient pas de se nourrir de notre détresse, ils avaient soif de chair humaine. Mes poules ne constituaient pas un substitut satisfaisant. Je l'ai vu pour la première fois 3 ans après notre emménagement ici. Un fantôme, un vrai. Il se tenait à la lisière de mes protections, prenant soin de ne pas les franchir, tout en semblant en tester les limites. Son apparence est difficile à décrire, mais je vais faire de mon mieux. Les cerfs sont des proies. Leurs yeux sont placés sur les côtés de leur tête, ce qui leur confère une vision quasi complète à 360 degrés. Leurs pattes sont faites pour courir et leur permettent de bondir avec une agilité incroyable, par-dessus les lits de ruisseaux ou les broussailles lorsqu'ils fuient les chasseurs. Cette bête, ce fantôme, ne présentait aucune de ces caractéristiques. Ses yeux étaient placés à l'avant, d'un noir de jet, sans le moindre reflet lorsque la lumière du porche les éclairait. À la hauteur des épaules, elle était plus grande qu'un cerf ordinaire, presque aussi haute que le saule près duquel elle se dressait. Sa bouche n'avait rien d'une bouche de cerf, fendue. Elle laissait à peine entrevoir la forme de dents acérées. Elle bougeait la tête comme un chat, la penchait sur le côté comme un chien, poussait des cris aigus comme un renard et marchait comme un puma. Ce qui m'a paru le plus étrange, ce sont ses pattes. Ce n'étaient pas les pattes élancées et gracieuses d'un cerf. Elles étaient musclées. Les pattes d'un prédateur, pas d'une proie. Il frappait le sol avec une férocité qui témoignait de sa puissance. Une puissance de prédateur que je ne voulais pas défier. Les bois sur sa tête étaient plus acérés que la nature ne l'avait prévu. Le velours tombait recouvert de sang séché. Je suppose que cela aurait pu signifier qu'il perdait ses bois comme un cerf normal. Mais au plus profond de moi, je savais qu'ils étaient fixés à son crâne comme des cornes. J'ai alors fait quelque chose que beaucoup de gens jugeraient stupide. Ma femme dormait profondément, fatiguée après une journée de travail et épuisée par ce calvaire qui n'en finissait pas. Alors, aussi discrètement que possible, je me suis faufilé par la porte de derrière et je me suis dirigé vers la créature. Elle a semblé surprise que j'ai choisi cet itinéraire. Elle a reculé de plusieurs pas, observant mes mains avec méfiance, comme si j'allais sortir un revolver et des balles en argent de mes poches. Je ne l'ai pas fait. Je tenais dans mes mains les restes du porc du dîner de ce soir-là. Je les ai posés par terre et les ai poussés avec une branche au-delà des limites du territoire. La chose m'a regardé avec intérêt, ne sachant pas trop quelles étaient mes intentions. Pour la première fois, la chose a baissé la tête et a commencé à manger. J'ai pris cela comme un signe de trêve, du moins à ce moment-là. Je lui ai parlé. Je me suis présenté. J'ai évoqué ma lignée,
Je lui ai présenté les ossements de mes ancêtres qui errent désormais dans les profondeurs de la montagne, tout comme les fantômes. Je lui ai demandé aussi simplement que possible « Qu'est-ce que tu cherches à obtenir ?» Sa tête a bougé et a cliqueté, dévoilant ses dents comme s'il souriait. « Je la veux, elle. » Ces mots me prirent au dépourvu. Ma femme. Cet étranger qui n'avait causé aucun mal concevable à quoi que ce soit ici, qui s'était montré respectueux comme je le lui avais demandé, qui avait suivi toutes les règles, voulait ma femme. Pourquoi ? Je ne pris pas la peine de cacher le choc ni l'animosité dans ma voix. Connais-tu vraiment bien la femme à laquelle tu t'es lié ? Que sais-tu de son histoire ? Du chemin que ses ancêtres lui ont transmis ? Es-tu vraiment sûr que cette femme est bonne ? Tu me retrouveras quand tu auras pris ta décision. À condition bien sûr qu'il ne soit pas trop tard. La voix qui m'a parlé ne provenait pas de cordes vocales. Elle a parcouru ma colonne vertébrale, telle la voix de la terre des tombes sous mes pieds, assoiffée d'une vengeance séculaire. La créature m'a regardé une dernière fois, avant que sa silhouette fantomatique ne s'enfonce dans la partie la plus sombre de la lisière de la forêt. J'ai ruminé ces paroles pendant plusieurs jours. Je me suis dit qu'elle cherchait à me rendre paranoïaque, à me faire douter de ma femme. Si telle était son intention, eh bien ça marchait. Je ne pouvais plus espérer la voir de la même manière. J'observais chacun de ses gestes et je remettais en question tout ce qu'elle m'avait dit. Je la regardais s'énerver contre moi pour des broutilles, ce que j'avais autrefois attribué aux fantômes qui nous tourmentaient. J'ai réexaminé sa façon de boire, incapable de dormir ou de ressentir quoi que ce soit sans cela. J'ai observé la manière dont elle fendait le bois, comme si celui-ci lui avait fait du tort. Une colère intense, juste sous la surface. J'ai écouté les paroles qu'elle prononçait dans son sommeil, réalisant qu'il ne s'agissait pas de réponses adressées à un fantôme, mais à quelqu'un de son passé. Je me suis mis à me demander si le fantôme ne disait pas tout simplement la vérité. J'ai passé un mois entier à réfléchir à ce que je devais faire. Je m'asseyais près des limites de mon territoire, nuit après nuit, dans l'attente que le fantôme me parle à nouveau. Il n'est jamais venu. Je pouvais l'entendre, le sentir juste au-delà de ce que ma vue pouvait percevoir. J'ai même eu l'impression d'avoir croisé son regard à plusieurs reprises. Ma femme commence à devenir paranoïaque à mon égard, elle aussi. Je sens son regard posé sur moi quand j'ai le dos tourné. Je vois ses jointures blanchir lorsqu'elle saisit ses couteaux à l'heure du dîner. Je vois sa mâchoire se crisper lorsque je prends la parole. Je commence à me demander si je ne me bats pas pour une mauvaise cause. Si l'isolement, que je considérais autrefois comme un refuge, ne va pas devenir ma tombe. J'ai brisé mon rempart hier soir. C'était un pur coup de tête. Ma grand-mère m'aurait grondé si elle avait pu voir comment je m'y étais pris. Je l'ai déterré sous le couvert de la nuit et j'ai senti le froid des voisins environnants m'envahir. J'ai entendu les cris du cerf avec cette voix semblable à celle d'un renard. Puis, je suis allé me coucher. Je ne sais pas combien de temps il me reste avant que cette guerre ne prenne fin. Je ne sais pas de quel côté je me trouve. Tout ce que je sais, c'est que je serre mon collier protecteur bien plus fort et que je ne dors plus la nuit. Je guette et je murmure aux fantômes que j'appelle mes voisins, et je ne sais pas qui est mon réel ennemi, les fantômes ou ma femme.